Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Plaisir pour moi. Vous avez beaucoup travaillé sur la loi Mayotte depuis le lancement des travaux d'écoute, de concertation. Vous êtes député depuis longtemps. On ne pouvait pas amender le texte de la loi qui, quand il est arrivé, ne convenait pas à la population ni aux élus. On ne pouvait pas utiliser le travail parlementaire ? Je pense que ça aurait été très difficile parce que c'est quoi l'amendement? L'amendement, c'est le droit reconnu à tout parlementaire de pouvoir corriger à la marge un texte. Quand le texte est très en retrait par rapport aux attentes, je crois que c'est très compliqué. Et dans ce que nous avons vu, eu avec ce texte, c'est d'abord la méthode qui a été choisie par le gouvernement, qui était une méthode excellente, a donné beaucoup d'espoir aux populations, à la population civile, aux élus, compte tenu des retards considérables que nous connaissons. Et finalement, c'est cet espoir qui a été déçu, profondément déçu. Je pense qu'il ne vous a pas échappé que sur 26 conseillers départementaux, 26 ont voté contre. Oui, ça ne m'a pas échappé. Voilà, parce que, non, ça mérite d'être rappelé parce que certains, y compris à Paris, cherchent à politiser le vote du conseil départemental. Or, le conseil départemental est un conseil, une assemblée comme toutes les autres assemblées de France et de Navarre, c'est-à-dire avec des majorités, des oppositions, des gens qui sont indécis, et ainsi de suite. Alors que là, c'est rare. Oui. Dans l'histoire de Mayotte, à ma connaissance, c'est la troisième fois que d'une manière générale, que de manière unanime, l'Assemblée a voté contre un projet. La première fois, c'était en 1978, lorsqu'il a fallu concevoir un plan de développement pour Mayotte. Et la question qu'avaient posée à l'époque les étudiants, c'était de savoir est-ce que nous travaillons dans la perspective de la départementalisation ou pour autre chose. La deuxième, c'était en 2009, là c'était du temps de Sarko, avec la loi sur la départementalisation, qui, à mon avis, était hautement plus importante que la présente loi. Eh bien, les conseils généraux, à l'unanimité, ont rejeté parce qu'ils ont estimé qu'ils n'avaient pas les moyens de pouvoir se faire entendre. Et là, c'est le cas. Vous savez, à l'Assemblée, au Parlement, et enfin j'aurais fini là, il y a un fameux article 40. Oui. L'article 40, c'est l'article qui interdit aux parlementaires de proposer des mesures qui sont susceptibles d'engager des charges dans le budget de l'État, et y compris, allez, je vais caricaturer à peine, mais imaginons que je dépose un amendement pour dire qu'on nous autorise à aller acheter du papier cul, 1 euro. On dira non, article 40. Donc le projet tel qu'il était bâti ne pouvait pas nous permettre d'améliorer, d'aller dans le sens des espoirs de Mayotte. Alors justement, ces espoirs, ils ont été, en attendant le texte, ces espoirs ont été beaucoup commentés en termes de convergence sociale, d'aspiration à plus de sécurité et à vivre tranquillement, une aspiration aussi à une lutte efficace contre une population qui croît sans limite. Pourquoi, monsieur le député, le texte est si éloigné de ces préoccupations mahoraises? Le gouvernement s'est trompé dans son travail? Je crois que complètement. Complètement. Parce que nous avons signifié dès l'abord, dès le travail avec les sociétés civiles, les associations, tout ça, on a dit que la priorité était notamment le social, les convergences sociales. Pourquoi? Parce que nous assistons impuissamment à une espèce de remplacement des populations. Vous avez des Mahorais qui partent, qui fuient la misère à Mayotte pour aller chercher du bonheur à La Réunion et ailleurs. Ce matin, ça tombe pile poil, nous avons un gros souci à La Réunion, à Saint-Benoît, où on affirme que des Mahorais, des jeunes Mahorais, ont été commettre des forfaits tels que nous les connaissons ici. Et donc, si on pouvait garder ces jeunes ici, ne pas les détacher de leur réalité, probablement on ne serait pas arrivé là. Aujourd'hui, les Mahorais, moi je prends la période 2012-2017, plus de 30 000 jeunes ont quitté ce territoire et pendant ce temps, près de 60 000 Comoriens sont arrivés. Et donc, je crois qu'on est petit à petit dans un mouvement de remplacement de la population. Aujourd'hui, les Mahorais sont minoritaires chez eux. Et donc, si on ne prend pas des mesures à les fixer ici, c'est-à-dire à leur dire finalement, vous n'avez pas besoin de partir à La Réunion, vous n'avez pas besoin de partir à la métropole, parce que vous avez les mêmes trucs ici, on continuera. Et donc, c'est tout ça, en réalité, qui a échappé. Je pense que le gouvernement, dans sa réflexion, n'a pas vu
la profondeur de cette attente. Alors, dans les attentes aussi des Mahorais, c'est aussi un peu le combat de Mayotte française. Il y a cette volonté de convergence sur tout un tas de domaines. Le texte, tel qu'il est présenté, crée finalement de nouvelles exceptions, y compris sur la réforme institutionnelle. C'est ça aussi que le Conseil départemental a voulu sanctionner ou rejeter avec le vote défavorable? En tout cas, la lecture que je me fais, il y a 2 points ou 3 points focaux qui ont fait blocage du côté du Conseil départemental. L'absence d'une convergence bien dessinée, notamment sur les droits sociaux. Oui. Je pense que ça, c'est un point de blocage. Ensuite, il y a l'idée de l'établissement public d'aménagement, où on voit que la volonté, c'est de retirer, alors qu'on a fait la décentralisation, retirer aux élus de Mayotte, qui sont des élus issus du suffrage universel. On peut être d'accord, on peut être en désaccord, mais c'est le peuple qui a choisi. Et c'est le fonctionnement de notre pays. Voilà. On leur retire leurs compétences. On dit on va désigner un directeur qui sera nommé par décret, c'est-à-dire qui ne sera pas nommé par nous, sera nommé par décret, et donc qui exécutera les instructions que lui donnera le pouvoir central, et nous, on sera là à regarder. Oui. Et puis ensuite, quand ça ne marche pas, on viendra dire, mais ce sont vos élus. Et puis, troisième point, cette histoire institutionnelle, je crois que ça a été dit plus d'une fois, attention, parce que les Mahorais sont très sensibles à cette question institutionnelle. Je crois que c'est tout ça que le gouvernement n'a pas pu prendre en compte. J'ajouterais enfin que moi, j'ai eu l'occasion d'alerter plusieurs fois, y compris dans les questions orales à l'Assemblée, les questions d'actualité, pour dire attention. Et j'ai eu même l'occasion de le dire très clairement à ceux qui ont suivi le texte. Sachez que Nelson Mandela nous a enseigné que tout ce qui se construit pour nous, mais sans nous, est construit contre nous. Et donc, l'idée, en réalité, ce projet avait ceci d'extraordinaire, c'est qu'elle était conçue non pas pour répondre aux attentes des Mahorais, même s'il y a des directions, c'est difficile de dire que tout est mauvais. Non, c'est faux, il ne faut jamais verser dans les excès. Mais le projet avait, l'esprit même sous-jacent du projet, était de canaliser au mieux l'influence des élus. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'on ait un président du conseil départemental qui ne soit pas, c'est l'aspect institutionnel, qui ne soit pas plus puissant que le préfet, alors qu'ils ne sont pas dans le même champ de compétences. Ensuite, il faut faire en sorte que ce ne soient pas les élus qui dictent quelles sont les priorités de ces territoires. Or, il faut qu'on se dise les choses. Depuis 40 ans, depuis 1976, c'est l'État qui a toujours dit, qui a toujours dicté aux élus mahorais et aux Mahorais ce qui était bon pour nous. Nous considérons aujourd'hui qu'il est venu le temps que nous, parce qu'aujourd'hui nous sommes quand même dos au mur. Bien sûr. Et donc, si nous sommes dos au mur, c'est que cette politique-là n'a pas marché, elle a atteint ses limites. Et donc, nous avons besoin aujourd'hui d'un État et d'un gouvernement qui acceptent d'écouter les Mahorais, pour que les Mahorais puissent dire ce qui est bon pour eux, à charge pour l'État, parce que nous savons ce qui est bon pour nous, mais nous ne savons pas réaliser ce qui est bon pour nous. Et donc, une fois qu'on aura dit ce qui est bon pour nous, que l'État et le gouvernement acceptent de nous accompagner pour réaliser ce rêve qui est le nôtre, c'est-à-dire ce qui est bon pour nous. Alors, à l'annonce du vote du conseil départemental, Sébastien Lecornu a dit puisque les conditions politiques ne sont pas réunies, on ne va pas faire cette loi, on garde intacte notre ambition d'accélérer le développement de Mayotte, et on va le faire avec les maires, et on va le faire avec les décrets, avec les ordonnances, avec les circulaires. Et il a annoncé la semaine dernière qu'il devrait être là dans les prochains jours pour reprendre le dialogue avec les élus. Comment vous interprétez cette réaction à la suite du vote? À mon avis, il y a un mot de trop, reprendre le dialogue avec les élus. Le dialogue n'a jamais été rompu. C'est vrai, vous avez raison. Le conseil départemental a décidé. À l'État, je ne peux pas, moi, donner un avis favorable. Oui. Je tends la main au gouvernement, je lui demande que nous retrouvions assez rapidement pour
co-construire ce projet. C'est vrai. Et donc, il n'y a jamais eu de rupture de dialogue, à moins qu'à travers cette déclaration, M. Le Cornu dise qu'il ne veut plus travailler avec le conseil départemental. C'est que ce serait regrettable. J'ose même pas l'imaginer, j'ose même pas le croire. Parce que nous sommes en République, et M. Le Cornu, que j'aime bien, c'est quand même un élu local aussi, il est président du conseil départemental. Donc, à moins que on s'était dit, ou le gouvernement s'était dit, je pose la question et j'ai la réponse et j'attends que le conseil départemental me donne la réponse, c'est-à-dire ma réponse à moi, gouvernement. Je crois que ce n'est pas comme ça comment on fonctionne. Donc moi, je souhaite, en tout cas, si j'ai un message et un vœu à exprimer, c'est de dire au gouvernement que le conseil départemental est tout à fait disposé, avec la même énergie, avec la même ambition, de construire ce projet de loi de programme. J'ajoute que c'est M. Le Cornu lui-même qui nous a annoncé le projet de loi de programme et nous lui avons proposé des pistes, parce qu'on a vu, nous, les vraies lois de programme. C'est notamment la loi de programme de 1986 avec Bernard Ponce et Jacques Chirac, une loi qui était courte, elle concernait l'ensemble de l'outre-mer, elle n'avait pas 46 articles, une vingtaine d'articles, avec des annexes. Et quand on regarde l'annexe 5 de cette loi, c'est à l'occasion de cette loi et de l'annexe 5 qu'on a fait les routes, qu'on a fait l'eau courante pour tout le monde, l'électricité rurale pour tout le monde, le port de Longoni, ces infrastructures-là. Nous attendions à l'occasion de cette loi propre à Mayotte et nous en étions très fiers. Et aujourd'hui encore, nous espérons qu'on ira au bout de la démarche. C'est qu'on ait une loi qui nous dise comment on fait la piste longue, comment on fait les routes nationales, parce que c'est là. Et notamment aujourd'hui avec la décentralisation, c'est le champ d'intervention, le champ de compétences du gouvernement qui fait défaut. Les routes nationales, l'aéroport, le port, l'université. La retraite. Voilà, les retraites, ainsi de suite. Alors, les retraites, vous touchez un point sensible, madame. Oui. Le gouvernement nous dit, dans son rapport au président de la République pour présenter le projet, à titre exceptionnel, nous augmentons les retraites de 10%. 10% de 270 €, ça ne fait que 27 €, c'est-à-dire que vous n'avez même pas la possibilité d'acheter un sac de riz. Alors il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors que le président de la République est venu, il nous a dit, oui, ce n'est pas acceptable, ce ne sont pas les Mahorais qui doivent payer cette carence parce qu'ils étaient pour rien et ils ont travaillé. Il n'est pas normal qu'au bout d'une carrière complète, on touche 270 €, c'est-à-dire moins que ce que touche quelqu'un qui est au RSA ou moins que ce que touche un papy qui n'a jamais travaillé. Voyez-vous, ce sont toutes ces frustrations-là, je crois, qui remontent à la surface en disant on s'est laissé duper alors qu'on avait bon espoir qu'effectivement on allait faire quelque chose de plus sympa, surtout que le ministre de l'Outre-mer nous avait proposé de construire, d'imaginer Mayotte à 2030, c'est-à-dire 10 ans. Est-ce que vraiment on peut partir avec le projet actuel pour construire Mayotte dans les 10 ans qui viennent? Je crois que c'est tout ça. Donc il n'y a pas d'hostilité particulière, bien au contraire. Nous tendons encore la main au gouvernement en disant nous sommes tout à fait disposés à construire avec vous le projet Mayotte, mais accepter aussi d'entendre nos revendications, nos sollicitations, nos préoccupations, notre ambition. On aura cette loi Mayotte avant la fin du quinquennat Macron, enfin de ce premier quinquennat Macron, on verra le second éventuellement. Non, dès le départ, il était clair et tout le monde avait accepté, en tout cas moi j'avais accepté la règle du jeu. Oui. Sur ce point-là, M. Le Cornu était clair, il a dit, nous allons faire cet exercice, mais compte tenu de l'embouteillage qu'il y a au Parlement, nous ne pourrons jamais voter la loi. Oui. Donc tout le monde l'avait. Oui, mais ça devait être inscrit au Conseil des ministres. Mais on devait avoir un projet inscrit au Conseil des ministres. Là, encore une fois, vous savez, je vais vous rappeler une chose. Sur votre antenne, était invité le sénateur Tani Mohamed au mois de mars, au mois d'avril, quand le gouvernement a mis en place le dispositif. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit, moi je ne pense pas y participer parce que je considère que toute la matière est déjà sur la table. Si le gouvernement veut faire, il n'a qu'à prendre là et faire les choses. Et donc, aujourd'hui encore, toute la matière est sur la table. Encore une fois, il y a eu plus de 680 propositions, plus de 1600 participants, donc on sait très précisément ce que souhaitent les Mahorais. J'aurais fait une dernière observation sur cette question. On peut peut-être se poser une question. Voilà, les élus, dans leur totalité, les maires comme les conseillers départementaux, ont dit leur refus au projet.
les partis politiques, y compris ceux qui soutiennent la majorité, ils vous disent non, ne continuez pas. Donc je crois que la sagesse serait recommandée, au lieu de se focaliser sur un point, de dire, bon, ben, okay, on peut se tromper. L'erreur est humaine et on reprend les choses très rapidement. En l'espace de 3 jours, 4 jours d'échanges avec les acteurs, il suffit que le ministre de l'Outre-mer nous invite à Paris. On fait 2-3 séances à Paris, on se dit à peu près ce que nous voulons. Ils savent exactement comment écrire, le sujet est écrit et puis on repart, on donne un avis favorable. Vous savez, encore une fois, en 2009, le passé nous enseigne toujours le présent pour permettre de construire l'avenir. En 2009, quand le conseil départemental a dit on ne peut pas aller dans cette voie-là, qu'a fait la ministre de l'Outre-mer, Marie-Louise Pinchard? Dans les 48 heures, elle est venue, elle a rediscuté avec les conseillers généraux, ils se sont mis d'accord, il a représenté le projet, il a été adopté et tout le monde était content. Voilà, c'est tout. La commission d'investiture DLR, votre parti politique, vous a investi officiellement dans la circonscription 2 de Mayotte pour les prochaines législatives. Donc vous êtes à nouveau en campagne? Je ne suis pas encore en campagne, mais sans doute je serai en campagne. C'est à la fois un honneur et une fierté pour moi que je bénéficie encore de la confiance à la fois du parti et des amis ici pour continuer ce travail que nous avons mené justement pour défendre ces gros sujets de Mayotte. J'ai cette confiance et cette fierté chevillée au corps de continuer à porter la voix de Mayotte si demain une majorité se dégage autour de mon nom pour continuer à labourer pour Mayotte à Paris. Et quels seront vos grands thèmes de campagne? Les campagnes, elles vont se mettre en place. Pour l'instant, j'ai été investi il y a 72 heures. Laissez-moi le temps de retrouver mes amis, de les écouter. Vous savez, une campagne, si on vient, on dit voilà, la campagne, elle ne marche pas. Je le dis pour ceux qui veulent aller en campagne, y compris mes adversaires. Mais une campagne n'est belle que lorsqu'elle est tirée des tréfonds de la population. Donc laissez-moi aller voir mes amis, les militants, les électeurs et autres. Et puis vous reviendrez? Oui, bien sûr. Valérie Pécresse vous a félicité? Mais vous savez, j'ai une longue relation avec Valérie Pécresse qui remonte à ma première mandature. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes député depuis longtemps. En réalité, effectivement, c'était l'amalgame qu'on fait. J'ai été député de 2002 à 2007, 5 ans, et puis maintenant de 2017 à aujourd'hui. Il y en a d'autres qui étaient avant moi, qui ont fait 16 ans de mandat en continu. Oui, non, mais parce que les gens... Bon, non, mais vous avez raison, il faut le préciser. En fait, non, mais c'est important parce qu'en réalité, pour moi, je reçois ça comme des éloges, c'est-à-dire que j'ai marqué la population. Je pense, oui. Vous avez une carrière politique brillante. Les gens me voient comme si j'étais là très longtemps, c'est pas faux. Mais dans les mandats, il y a eu des... Voilà. Donc, Valérie Pécresse, oui, nous avons siégé, vous savez, de 2002 à 2007, nous avons siégé ensemble. Elle était ma voisine de palier à l'Assemblée. Et qu'à un moment, j'allais même recruter une de ses collaboratrices. Elle s'en était séparée, j'allais la recruter. Et puis, nous avons une filiation commune de départ. Et par exemple, quand elle a créé Libre, et qu'elle a été un peu chahutée à l'occasion d'une réunion du Conseil national, je crois l'un des rares élus qui sont allés l'embrasser et lui dire l'affection, je crois que c'est moi. Je dis cet exemple parce que j'ai vu ces équipes-là cette semaine. La semaine dernière, ils m'ont dit, tu sais, Valérie nous a raconté, ça l'a touché quand tu... Voilà. Donc c'est une amie et je suis content de pouvoir être à ses côtés et l'accompagner dans cette conquête vers le pouvoir suprême. C'est déjà la fin de ce temps de parole, Mansour Kamardine. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve bientôt. Avec plaisir. Tout de suite, c'est la suite de nos programmes.